Challenge accepté. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis le président du Slip, qui est le Slip français, une marque de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France. Wow. Dans 30 ans, si je devais décrire le Slip français, je dirais une bande de joyeux lurons qui, en sachant que c'était peut-être impossible, ont essayé de faire une fabrication française et un produit durable fabriqué localement, là où personne n'y croyait, et sur un malentendu, ça a marché. L'idée de départ, c'est vraiment le slip. C'est vraiment le slip français, l'histoire marrante de raconter un produit fabriqué en France et le côté infini du potentiel du mot slip, c'est un mot magique, quoi. Donc ça part vraiment de là. Quand je me suis lancé, quand j'ai démarré, j'avais 24 ans et j'y suis allé sans peur. J'aurais peut-être dû, mais j'y suis allé sans peur parce que je me suis dit j'ai pas grand-chose à perdre et je pense que ça c'est important à avoir en tête que souvent en fait on s'imagine qu'on a beaucoup de choses à perdre et en fait, pas vraiment. Donc sans peur. Je me suis pas dit on va monter une DNVB, on a fait ce qui nous semblait être la bonne façon de distribuer nos produits avec une chaîne de valeur plus courte, le plus en direct vers le client, un bon rapport qualité-prix, même si on est plus cher que d'autres marques, on a un bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire ce qu'on met dans le produit par rapport au prix. Et je me méfie toujours un peu de ces côtés très mode, de dire voilà, DNVB tout le monde va en faire, DNVB du matelas, des bonbons, des biscuits, de ce que tu veux. Je pense qu'il faut avant tout créer des marques fortes et je pense que l'air du temps est au circuit court, à la transparence, à l'authenticité, à expliquer, à bien répartir la valeur aux différents maillons de la chaîne. Tu peux mettre par-dessus un mot DNVB si tu veux, mais le fondamental c'est de faire un bon produit, une bonne marque et d'essayer de plus en plus de respecter toutes les contraintes, contraintes sociales et sociétales. Et c'est l'enjeu d'une génération. Le Made in France dans 10 ans, j'aimerais qu'il ait vraiment pris le virage pour innover. En fait, le sujet du Made in France, c'est un sujet de capacité industrielle, d'outils de production et donc d'innovation en fait, d'aller à la simplicité pour aller fabriquer plus loin et moins cher, mais plutôt de mettre en œuvre les moyens, le temps et les budgets pour innover et inventer l'impression 3D, le numérique, les circuits courts, tout ce qu'on peut faire, ce qui existe déjà dans d'autres métiers, pour ramener des volumes de production en France. Pas tant pour recréer l'industrie d'avant, mais pour être juste dans une logique de bon sens, de dire en fait un produit, ça doit être fabriqué le plus à la demande possible et le plus localement possible. En fait, il faut arrêter de fabriquer des stocks de produits à l'autre bout du monde pour les faire venir en container et les vendre à discount. Enfin, voilà, il y a tout un sujet je pense, d'économie de consommation et de biens de consommation qui marche un peu sur la tête. Et la fabrication locale est une des super réponses à ça. J'aime bien les copains de 1083 qui font des jeans, j'aime bien les copains de Opal qui font des maillots de bain qui sont chouettes. Il y a une boîte que j'adore qui s'appelle Geek Hotel, qui est en Bretagne, qui fabrique des sacs étanches, des cirés, des vêtements de mer, donc ça c'est chouette, c'est une belle maison. Je le dis souvent, une bonne idée, une bonne communication sur Facebook ou autre, c'est pas un truc le matin tu te réveilles et tu te dis tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est vraiment organisé, anticipé à l'avance, avec des bons outils, de la bonne veille. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a 25 ans ou 30 ans et qu'on a un compte Instagram qu'on a compris comment ça marchait. Donc il y a un vrai effort de suivi, de veille sur ces plateformes, de veille sur tout ce qui peut se passer dans plein de métiers. Et derrière, d'organiser la créativité pour se dire en fait, on ne sort pas de cette salle avant d'avoir une idée, quoi. Et donc là, ça devient un métier un peu comme un autre quelque part. Et ça, je crois qu'on l'a plutôt bien organisé, même si c'est toujours difficile et qu'on se dit merde, comment est-ce qu'on va réussir à continuer à faire en sorte que les gens se disent qu'est-ce qu'ils sont cons au slip et puis même à faire mûrir ça aussi avec le temps, avec la taille de la boîte qui change et de ces blagues un peu à répétition, arriver tout en restant drôle et surprenant, arriver à apporter un message qui prend en ampleur. Il y a un compte que j'aime bien qui est en pur Instagram qui s'appelle Pablo Rocha. Je le cite souvent mais il est vraiment cool. Après je suis pas mal de marques, une petite marque qui s'appelle Salut Beauté que je trouve cool. J'essaie d'en trouver vraiment des différentes chaque fois. Il y a un truc dans mon métier qui s'appelle Vogue Turfu, qui est assez marrant, qui est un truc barré sur la mode avec des clichés, c'est assez drôle. On a commencé la série JV mais j'ai peur parce que je trouvais ça drôle. Et ensuite, parce que je fais pas mal d'interventions comme ça, c'est vraiment partie de mon rôle, de ma casquette de représenter la boîte, donc j'en fais beaucoup. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais je répète quand même un peu souvent les mêmes trucs. Donc je me dis plutôt que de faire à chaque fois un peu les mêmes réponses souvent aux mêmes questions, je me dis si je mets ça en vidéo, je pense que ça peut être utile à beaucoup de gens.
Et ça, c'était une première partie de la réflexion. De l'autre côté, on s'est dit, sur YouTube, c'est le deuxième site web le plus visité. On n'a pas de contenu. Si on met les mêmes contenus qu'on met sur Facebook ou ailleurs, ça va pas forcément vachement intéresser les gens. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme contenu récurrent sur lequel on peut faire une production qui tient la route sans trop de moyens, parce qu'il y a ça aussi, hein, si tu as un acteur, un local, et ça, c'est juste le même budget, donc là, voilà, ça coûte pas grand-chose. Hein. C'est voilà, juste du temps de formaliser un peu ce que je dis un peu à droite à gauche. Donc voilà, il y avait l'envie de partager et l'opportunité de faire un truc cool sur YouTube. Et ça a vraiment plutôt bien fonctionné. On a des super retours là-dessus, notamment auprès des étudiants. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à la suite. Donc là, on a fait vraiment 9 vidéos qui sont vraiment comment monter ta boîte, un peu par étapes. Avec ces thématiques de l'impact, de trouver du sens dans sa vie, dans son métier. Voilà, de vraiment dégrossir un peu ces sujets-là. C'est quoi une entreprise à mission? C'est quoi un B Corp? C'est quoi un engagement RSE? La RSE est morte ou pas? Est-ce qu'il faut un responsable RSE ou pas dans les boîtes? Toute la démarche aussi Ticket for Change. On passe 80 000 heures de sa vie à travailler. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi avoir un engagement? Est-ce que c'est que dans une petite boîte, dans une grande boîte? Voilà, comment est-ce qu'on peut faire le tri dans tout ça? Et je pense que c'est des thèmes qui parleront à beaucoup de gens et qui sont en train de vraiment grandir fortement. Donc voilà, si je peux mettre ça en vidéo et essayer d'apporter notre témoignage sur ça, je pense, j'espère, je dirais, si ça peut être utile ou pas. Le matin, je commence par faire un peu de sport, je fais un peu de méditation. Après, je descends, je prends le bus, je lis un résumé sur Cooper. C'est un résumé de tous ces bouquins de management que tu n'as jamais le temps de lire, que tu aimerais bien lire, ou des biographies comme ça. Et il n'y a pas un matin où j'apprends pas quelque chose. Donc je descends du bus en route à pied pour le bureau. J'arrive au café en bas du bureau à 8h30 et j'ai un petit déj avec quelqu'un que je ne connais pas tous les matins. Quelqu'un que je connais mais que je revois dans mon réseau, quoi. Et ça, je fais ça 4 ou 5 jours par semaine. Moi, j'en ai pas mal, des game changers. Je regarde pas mal de docus un peu biographiques. Vraiment des cool. Il y en a un sur les Daft Punk qui est sur YouTube, qui s'appelle Daft Punk Unchained. Et tu te rends compte que, en fait, souvent derrière des succès dans un métier, en fait, c'est toujours des histoires d'entrepreneurs, en fait, de gens qui bousculent les codes, qui font tout ce que les autres ne font pas. Et c'est jamais facile, c'est beaucoup de travail, c'est souvent des échecs, c'est souvent des moments très difficiles à supporter. Donc c'est assez inspirant de regarder ça. Pour moi, un game changer, c'est quelqu'un qui est très curieux déjà. Je pense qu'il s'intéresse à plein de choses, qui arrive à se remettre en question et à se faire son propre avis sur les choses. Et c'est souvent vachement dur. Mon patron chez Bio C'est Bon, il appelait ça la boîte de vitesse, en fait, de dire c'est cool d'avoir des idées, de te projeter, puis après faut embrayer aussi. Donc c'est cette capacité à réfléchir un peu, mais finalement pas trop, pour derrière être assez vite dans l'action. Et je pense qu'il faut un bon équilibre entre les deux. Et puis après, il faut tenir dans le temps parce que c'est difficile. Je vais retourner ta question. Je vais dire, il y a une question qu'on me pose tout le temps et j'ai lu un article là-dessus en venant dans le train. Il y a une question qu'on pose tout le temps aux entrepreneurs et à laquelle on répond toujours la même chose, mais en fait on rêverait d'apprendre autrement. C'est alors ta boîte. Et cette question, tous ceux qui regardent cette vidéo, mesurez le poids de cette question et elle est anodine, hein, et elle est plus une question de curiosité. Mais alors ta boîte, la réponse ne peut pas être 100% du temps trop bien, ça cartonne et tout. Alors qu'en vrai, 100% du temps, c'est cette réponse. Pensez à la fragilité de l'entrepreneur qui ne peut pas répondre autre chose que ça. La question que vous pouvez lui poser, vous en parlerez sûrement, mais elle a beaucoup construit autour de Gémium avec les podcasts sur lesquels elle passe beaucoup de temps, avec sa newsletter du gratin que je suis, avec laquelle je suis abonné. Et comment est-ce qu'elle arrive à organiser tout ça dans un planning chargé? Comment est-ce que elle met ses priorités entre sa boîte et ses activités-là, et j'imagine qu'elle y passe beaucoup de temps. Donc elle en parle souvent dans ses vidéos, dans ses podcasts, de bien s'organiser. Mais je pense que c'est des bonnes questions à poser, et même en fait au-delà de comment elle fait, plus de dire comment est-ce qu'elle met ça elle en perspective de où est-ce qu'elle veut aller, et voilà ce qui est important pour elle. Et je pense que c'est un bon exemple de vraie démarche entrepreneuriale, c'est de se dire elle a fait quelque chose et puis derrière elle voit qu'il y a d'autres choses qui lui plaisent et elle y va, elle le fait. Donc je trouve que c'est chouette.